L'ambiance en Allemagne, mais aussi en Suisse et en Autriche, je dois vraiment regrouper les trois pays, est telle que l'on garde le silence sur les grands sujets ou que l'on se crie immédiatement dessus. C'est un peu extrême. Les récits s'allaient s'effondrent maintenant sous nos yeux, et si l'on s'accroche à un récit qui s'effondre, c'est comme si tu t'accrochais à un rocher sans réaliser que toute la pente est en train de s'écrouler. Or, les Verts disent « nous avons raison, c'est comme ça ». La FD dit « nous avons raison, c'est comme ça ». Les vaccinés disent nous avons raison, c'est comme ça. Les non-vaccinés disent nous avons raison, c'est comme ça. Et puis la Union chrétienne démocrate arrive et dit non, c'est comme ça. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais une analyse possible, c'est que l'Allemagne est très forte dans la réflexion. Si tu t'identifies uniquement à tes pensées et que différentes pensées s'affrontent, alors il y a en fait des disputes partout, tous les jours, sur tous les sujets. Tu vois ce que je veux dire? D'un point de vue analytique, l'espace germanophone est très attaché à la conviction que sa position est la bonne. C'est notre deuxième conversation avec Daniele Ganser. La première a été vue des millions de fois car nous l'avons présenté en tant qu'historien et être humain. Un an après, beaucoup de choses ont changé sur le plan politique, social et peut-être en nous-mêmes. Restez jusqu'à la fin car certaines réponses n'arrivent qu'à la conclusion. Daniele, j'attendais vraiment cette conversation avec impatience. C'est agréable de te revoir. Merci beaucoup pour l'invitation, Simo. Notre dernière conversation était tellement intéressante que je me devais de revenir chez toi. Même ma femme m'a dit « Simon communique si bien, retourne le voir ». Merci beaucoup. Plus de 2,5 millions de personnes ont vu la conversation en comptant les extraits courts. Les réactions qui ont suivi m'ont vraiment étonné. J'aimerais vous en lire 2. Je le prenais pour un théoricien du complot, mais après notre échange, je comprends mieux sa popularité. Qu'on l'aime ou non, il a de la personnalité. Et je dois être tout à fait honnête ici, moi aussi j'avais des doutes auparavant. Ce n'est pas parce que je me suis penché sur tes positions, mais parce que tu as toujours été impliqué dans des gros titres négatifs. Et plus je t'écoutais, plus il m'est devenu clair que le 11 septembre, le Covid, Gaza, la Russie, ce sont les conflits avec lesquels tu essayes de toucher les gens, mais il ne s'agit pas vraiment de ces conflits en soi. J'ai une hypothèse, et peut-être que je me trompe complètement, corrige-moi si c'est le cas, mais ton message est bien plus radical que beaucoup ne le pensent. Elle dit « Aie confiance en toi, ne suis personne aveuglément, que ce soit Trump, l'AfD ou Scholz. Les gens ne devraient même pas te faire confiance. Ne te laisse pas guider par la peur ou les gros titres, mais décide toi-même. Est-ce que je me lance dans le prochain conflit, ou est-ce que je jette mon téléphone dans un coin et pars 2 semaines en forêt ?» Et quand j'ai compris ça, je me suis soudain dit « Attends, ce n'est pas vraiment un historien au sens classique du terme, c'est le fils d'un pasteur. » C'est le fils d'une anthroposophe, il ne prêche pas, mais il rappelle. Et donc, ma première question pour toi, Daniele, combien de pasteurs y a-t-il en toi? Alors, tu me surprends déjà avec la première question, mais c'est vrai que j'aime parler du 11 septembre, de la guerre en Ukraine, de la guerre à Gaza, des pays des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, de l'OTAN, etc. Donc, de sujets historiques, parce que c'est sûrement le premier niveau de ma réalité. J'ai fait un doctorat en histoire. Je suis historien de formation, mais en fin de compte, ce qui me passionne, c'est l'être humain lui-même. Et là, je m'intéresse vraiment à ces messages plus généraux. Ne laisse personne t'envoyer à la guerre avant tout. Donc, je conseillerais à tout le monde de ne jamais se laisser envoyer à la guerre, de ne pas croire aveuglément les gros titres, de reconnaître le mécanisme de la dopamine avec le smartphone, de le poser de temps en temps, d'aller se promener en forêt, de redécouvrir la valeur de l'analogique, d'oser s'exprimer publiquement. Et ensuite, j'essaie aussi d'apporter mon aide aux personnes qui subissent des vagues de haine. Évitez de lire les commentaires. Si tu es déjà triste, oui, publie quelque chose, mais ne lis pas forcément les commentaires. Et bien sûr, ce n'est pas seulement de la recherche historique ou ce genre de déclaration. Dans le domaine de la compétence médiatique et en ce qui concerne la pleine conscience, il s'agit vraiment de force intérieure. Super passionnant. D'ordinaire, les historiens ne sont pas autant mis en avant. C'est plutôt comme un virologue qu'on interroge tous les 50 ans pour savoir comment évaluer un nouveau cas d'Ebola aux eaux ou lorsqu'une pandémie survient, ou un historien cité occasionnellement pour déterminer si Adolf Hitler était queer, écologiste de gauche ou autre. Mais c'est tout. Ensuite, ils disparaissent de nouveau.
Et pour toi, c'est différent. Tu remplis des salles. J'étais chez toi il y a 2 jours au Babylone. On te cite, on te déteste, on t'aime, mais tu es devenu en quelque sorte une surface de projection. Je me suis souvent demandé comment on supporte autant de tensions. Grâce à la pleine conscience. Donc ça, c'est peut-être aussi l'avantage quand on subit une tempête de critique. On doit en quelque sorte muer et se redévelopper. Tu ne peux pas garder ta vieille façon de penser. Avant, c'était comme ça pour moi. J'aimais bien dire quelque chose, mais je voulais aussi que tout le monde soit d'accord. Tu vois, cette attitude-là. Ou alors, je veux que tout le monde m'aime à la fête. Oui, sinon je ne viens pas. Cette attitude, peut-être que tout le monde l'a eue à un moment donné. Et j'ai abandonné cette attitude parce que j'ai justement remarqué que, surtout sur le sujet du 11 septembre, les opinions divergent énormément. Après une longue réflexion, j'étais convaincu que le World Trade Center 7 avait été démoli, ce qui signifiait que le 11 septembre était un mensonge. Et ensuite, j'ai essayé de m'orienter toujours selon mes 3 valeurs, l'amour, le courage et la vérité. Alors je me dis, si la vérité maintenant, si j'ai le sentiment que c'est la vérité, ce n'est pas important que tout le monde le voie ainsi, mais si, en toute conscience et honnêteté, je dis que c'est un mensonge, alors la guerre en Afghanistan est basée sur un mensonge. Alors tout un grand récit dans lequel beaucoup de gens sont morts est basé sur un mensonge. Et ensuite, je décide de sortir de ma zone de confort et d'en parler. Et ensuite, j'ai vraiment été obligé de m'exercer à la pleine conscience parce que j'ai été tellement diffamé et je n'allais vraiment pas bien. Et ensuite, j'ai observé cela comme Eckhart Tolle le décrit. J'ai certainement beaucoup appris et lu d'Eckhart Tolle. Et il le répète sans cesse, et c'est aussi ce que je peux vraiment confirmer par ma propre expérience. Tu as un corps, tu n'es pas le corps. Tu as peut-être une maison, mais tu n'es pas ta maison. Tu as peut-être une voiture, tu n'es pas ta voiture. Tu as de belles chaussures, tu n'es pas tes chaussures. Et dans ce sens aussi, tu as des pensées, mais tu n'es pas tes pensées. Tu as des sentiments, mais tu n'es pas eux. En réalité, tu es la conscience sans forme où les pensées et émotions apparaissent et s'évanouissent. Je considère ces choses comme de grandes sagesses allant bien au-delà de la recherche historique normale. Si je reste toujours seulement historien, alors je peux simplement toujours compter les chars, compter les morts et, d'une certaine manière, appliquer une nouvelle organisation internationale. Ça finit par m'ennuyer. Je veux alors vraiment savoir qu'est-ce que la conscience informe. Que se passe-t-il après la mort? Tous ces sujets m'intéressent beaucoup et il y a un domaine dans l'histoire qu'on appelle simplement l'histoire culturelle. On peut se demander comment l'islam est né, comment le christianisme est né, quelle est la différence entre les protestants et les catholiques, quel est le cœur du judaïsme. Ou bien, dans le domaine de l'histoire culturelle, on peut vraiment entrer dans toutes ces structures de pensée. Et c'est ce que je fais, bien sûr. Daniele, depuis notre dernière conversation, j'ai longuement médité sur les 3 valeurs fondamentales de la vie, l'amour, le courage et la vérité, qui sont à la source de tout le reste, comme l'humilité, la gratitude, la religiosité, etc. Finalement, tout se ramène à ces 3 racines essentielles. Et ton message central, c'est « remets en question, ressens ». Vis-le comme ta maman. D'une certaine manière, l'anthroposophie, c'est aussi vivre la religion. Et je crois que lorsque les gens entrent une fois dans cet espace, dans ce lieu d'expérience, ils en ressortent transformés. Il ne s'agit même plus d'une nouvelle opinion ou quelque chose comme ça, mais ils se rapprochent d'eux-mêmes, de leur propre vérité. Et je crois que c'est ça qui est fascinant quand on observe des personnes qui, par exemple, se trouvent dans tes salles, avec qui j'ai beaucoup parlé, on ressent une sorte de soulagement après ces prestations parce qu'elles se sont rapprochées un peu plus de leur vérité. Je pense que le message que tu transmets aux gens est extrêmement puissant. As-tu parlé aux participantes de la conférence à Berlin pendant la pause et eu cette impression? Exactement, c'était mon impression. Bien sûr, on est alors entouré de personnes partageant les mêmes idées. Oui, mais malgré tout, tu sens déjà que les gens sortent tout juste de la conférence et tu le sentiras si tout le monde est abattu. C'est ça. Et ce n'était pas du tout le cas avec toi. Ils étaient tous soulagés et heureux de reprendre goût à la vie, un peu plus proches d'eux-mêmes et se disaient en fait « je n'ai pas envie d'être entouré de ces lèche-bottes ».
Je retourne maintenant dans mon cercle de connaissances et il y aura sûrement quelques voix critiques à propos de Daniel Eganser pour savoir si on a le droit de l'apprécier, s'il n'est peut-être pas un peu trop radical, mais au moins, pour ce moment, tu donnes à ces personnes ce sentiment positif. Et ça, je crois que c'est vraiment très très puissant. Oui, je trouve aussi que c'est magnifique. Alors peut-être, je n'ai pas toujours la possibilité de remercier toutes les personnes qui sont venues, mais j'aimerais profiter de ce moment pour dire que je voudrais remercier toutes les personnes qui assistent à mes conférences, parce que je ne peux pas aller voir tout le monde et remercier chacun, il y en a trop, mais je peux le faire ici sur YouTube. C'est vraiment, je comprends que c'est en fait plus comme tu le dis. Non, il s'agit de vivre une expérience partagée. Il ne s'agit pas de se dire, oh, je n'ai jamais entendu de sa part que la guerre en Irak est illégale. J'ai écrit et dit dans des interviews que le World Trade Center 7 a été dynamité. Oui, la plupart qui suivent ma communication l'ont probablement déjà entendu, mais l'expérience devant l'écran YouTube, quand tu regardes ça seul sur ton smartphone, ce n'est pas la même chose que d'être dans une salle de conférence. Et c'est aussi ce que beaucoup me disent en retour. Ils disent « J'ai tellement aimé être ici parce que vivre cette salle, c'est inspirant. » En résumé, cela aide à retrouver sa force intérieure. Et ça, c'est déjà... je veux dire, ça me fait vraiment plaisir quand ça marche, tu sais. Quoi de plus beau, en fait, que de partager tes résultats de recherche et en même temps de redonner de la force aux gens. C'est en fait mon objectif. Je veux renforcer le mouvement pour la paix et considère tous ceux qui viennent comme en faisant partie. Certains veulent rejoindre le mouvement pour la paix et me demandent ce qu'il faut faire. Il n'est pas nécessaire d'avoir participé à un certain nombre de manifestations. Mais pour quel parti faut-il voter? Peu importe. Et si on ne vote pour aucun parti, peut-on quand même venir? Bien sûr. Et faut-il être allemand ou est-ce aussi acceptable si on est syrien? Tu peux être syrien, allemand, femme ou tout ce que tu veux. Tout fait partie de la famille humaine. Ton état d'esprit est que nous devrions résoudre les conflits pacifiquement. Tu fais donc partie du mouvement pour la paix. C'est magnifique. En tant que personne de couleur, je n'y ai pas été rejeté non plus. Non, personne. Vraiment, personne n'a jamais été rejeté. C'est simple, il faut avoir décidé de résoudre les conflits sans violence. C'est en réalité un point décisif. Désormais, ces gens rentrent dans leur entourage et tentent d'imiter ce mini-Ganser tout en s'exprimant sur ces sujets très sensibles, comme la Russie, Gaza, etc. Et je dirais que dans 99,9% des cas, cela se termine par une grosse dispute. Pourquoi notre culture du débat en Allemagne est-elle si toxique et empoisonnée? Parce que nous nous sommes identifiés à la pensée. Donc, cela signifie que si tu t'identifies à 100% à tes pensées et que, par exemple, tu dis « Oui, les livraisons d'armes à l'Ukraine sont justifiées parce que la Russie a envahi et qu'il faut aider parce que l'Ukraine a été attaquée et c'est comme si tu venais en aide à quelqu'un en lui donnant des armes. » C'est une façon possible de penser et elle est cohérente, logique et fermée sur elle-même. Et l'autre façon de penser, c'est de dire « Non, la guerre en Ukraine est le résultat de l'élargissement de l'OTAN à l'Est, du coup d'État à Kiev en 2014, puis de la guerre civile, donc on a tout simplement trop longtemps provoqué les Russes. Maintenant qu'ils ont envahi, il ne faudrait plus livrer d'armes, parce que cela ne fera qu'entraîner plus de morts. Il faut très très rapidement emprunter une voie diplomatique et ensuite régler cela. Je fais partie du deuxième groupe, mais je vois bien que les deux groupes ont chacun leur propre récit cohérent. Et c'est pareil pour le COVID. Donc, certains prétendaient que la vaccination stabiliserait la société. Les autres disaient qu'il ne fallait pas vacciner, que cela allait provoquer des effets secondaires, etc. C'est-à-dire, ce sont maintenant les deux grands sujets, l'Ukraine et le corona. Mais aussi pour le 11 septembre, non? Les avis divergent sur la question de savoir si quelque chose a été dynamité ou non. Et si une personne s'identifie à 100% à sa façon de penser et que tu critiques sa pensée, elle le ressent comme une attaque existentielle. Parce qu'une attaque existentielle est vraiment une attaque contre ton être. Mais si tu penses, oui, je suis la conscience sans forme dans laquelle les pensées surgissent et disparaissent, et que tu ne t'identifies pas du tout à tes pensées, et que quelqu'un critique ta pensée, ton sentiment ou quelque chose à propos de ton corps, alors tu dis « Oui, c'est possible, j'ai pensé ça une fois, oui, peut-être que c'est faux, alors quels sont tes arguments ?» Alors tu abordes ça de façon ludique et tu dis « Je suis prêt à apprendre quelque chose de nouveau si tu as des informations intéressantes ou à faire de nouvelles expériences et… »
Cela mettrait en fait fin à ce besoin toxique d'avoir raison et de rabaisser les autres. Ne crois pas tout ce que tu penses, c'est vraiment la clé. Et la deuxième phrase que je répète toujours à tout le monde vient de Thich Nhat Hanh, qui était aussi un grand maître de la communication, un moine bouddhiste vietnamien. Il est décédé maintenant, mais ses livres valent toujours la peine d'être lus. Thich Nhat Hanh. Et il dit qu'il est important de dire de temps en temps « tu as en partie raison ». Donc même lorsqu'on est dans une confrontation où l'autre voit les choses complètement différemment, par exemple l'un est végétarien et l'autre insiste pour manger de la viande et chacun a ses raisons, ce n'est pas comme si l'un disait « je n'ai aucune raison », mais chacun en a 50. Et alors c'est réconciliant, ça crée des ponts. Quand on dit « tu as en partie raison », on peut alors toujours penser maximum 1%. Mais tu sais, quand on dit tu as en partie raison, on sort de cette toxicité du besoin d'avoir raison et de rabaisser l'autre. Mais tu as raison de le dire, en ce moment, la culture du débat en Allemagne, n'est pas vraiment bienveillante. J'ai l'impression qu'en Allemagne, on sort la massue pour la moindre petite chose. Tu as évoqué le 11 septembre à plusieurs reprises, et j'ai récemment regardé chez Tucker Carlson, chez Joe Rogan, une culture du débat très ouverte sur le 11 septembre, sur le World Trade Center 7. Et il y a des sénateurs aux États-Unis qui s'expriment de manière critique à ce sujet. Exactement. Ron Johnson? Ron Johnson. En Allemagne, bien que nous n'ayons rien à voir avec le 11 septembre, nous sortons immédiatement la théorie du complot, alors qu'aux États-Unis, la question est abordée de manière bien plus critique. C'est tout à fait vrai. Donc il semble bien qu'il y ait quelque chose qui ne fonctionne pas correctement ici en Allemagne. Tu sais, aux États-Unis, cette culture du débat libre est vraiment vécue. Donc, je suis content qu'il y ait des YouTubers comme toi, comme Bill Lash et comme Jasmine Kosoubek et quelques autres qui réintroduisent simplement cette liberté d'expression. Mais je veux aussi dire que les chaînes publiques, donc Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland et Zweites Deutsches Fernsehen, ont perdu cette culture du débat. En fait, ils adoptent la position du gouvernement, c'est-à-dire que la vaccination contre le coronavirus est la bonne chose à faire. Pour l'Ukraine, les livraisons d'armes sont la bonne chose à faire. Ou pour le 11 septembre, c'était Oussama Ben Laden, il n'y a pas eu d'explosion. Et ensuite, c'est la position du gouvernement et ils l'imposent au peuple, et ce, chaque jour. Tu sais, après le 11 septembre, ce n'était pas juste une fois, mais ça revenait tous les jours. C'était presque comme si on te le fourrait dans l'oreille ou dans l'œil. Et au final, c'est de la violence communicative. Quand tu dis sans cesse aux gens, tu dois penser ça. Et si tu penses autrement, on va se moquer de toi, on va t'humilier, on va te couvrir de goudron et de plumes. Et là, je dis à tout le monde, non, ce n'est pas nécessaire. Je travaille dans l'espace germanophone, donc en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Cela représente 100 millions de personnes. Environ 80 millions en Allemagne, 10 en Suisse et en Autriche, en chiffres ronds. Et parmi ces 100 millions, c'est l'espace de travail dans lequel j'évolue. Je pense qu'il y a sûrement environ 40%, donc je pense que 40 millions, qui n'y participent plus. Ils disent, on ne va rien m'imposer. Si j'en ai envie, je regarde l'interview de Simo. Jene klickt plus sur Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland Tagesschau. Si le Süddeutsche Zeitung m'écrit qu'on doit livrer des armes, je ne le lis même pas. Qu'ils écrivent ce qu'ils veulent. Et cela signifie en fait que ce qui se passe actuellement aux États-Unis, ces YouTubeurs influents comme Tucker Carlson et d'autres, ils ont des chaînes très importantes avec 2, 3, 4 millions d'abonnés. C'est là-bas que se tiennent en fait les discussions pertinentes. Donc, je trouve surtout que la conversation entre Kurt Weldon et Tucker Carlson sur le 11 septembre montre en fait ce qui est actuellement impossible dans l'espace germanophone. Tu sais qu'un député actif du Bundestag vienne te voir, tu serais alors le Tucker Carlson, et maintenant tu peux choisir n'importe qui parmi les politiciens, peu importe le parti, et il te dit devant la caméra « Je pense que le World Trade Center 7 a été démoli » ou « Je pense que les États-Unis ont fait exploser Nord Stream ». Ce serait un sujet pour l'Allemagne. Tu ne trouves pas? Cela veut dire que l'ambiance en Allemagne, mais aussi en Suisse et en Autriche, je dois vraiment prendre les 3 pays ensemble, est telle qu'on se tait sur les grands sujets ou qu'on se crie tout de suite dessus. C'est un peu extrême. Prenons l'explosion de Nord Stream, un grand sujet dont on ne parle pas du tout. C'est ça la norme.
Ou alors, si on en parle, ça ne dure pas longtemps et on se rabaisse mutuellement. Et là, tout le monde remarque bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et aux États-Unis, comme tu l'as très bien dit, c'est beaucoup plus tolérant. On a toujours l'impression que les Américains sont un peu fous. Et j'ai beaucoup de points sur lesquels je critique surtout les guerres des États-Unis. Mais la culture du débat y est meilleure, elle est plus large, elle est aussi plus respectueuse. Certes, il y a aussi des disputes violentes aux États-Unis, mais les sujets y sont abordés, contrairement à ici où ils sont balayés sous le tapis. Il y a quelques mois, j'ai reçu le politicien de l'AfD, Maximilian Krah. Il a répondu que les politiciens allemands craignent de perdre leur légitimité et le contrôle sur les récits. Parce qu'il se pourrait qu'un homme politique allemand connu se lève et dise « D'accord, sur le Covid, on s'est trompé », et alors les autres récits, sur Nord Stream, sur le 11 septembre, finissent aussi par s'effriter. Oui, cela arrivera de toute façon. Tu sais, les récits s'effondrent sous nos yeux en ce moment, et si tu t'accroches à un récit qui s'effondre, c'est comme si tu t'accrochais à un rocher sans réaliser que toute la pente est en train de s'écrouler. Je comprends qu'un tacticien réfléchit à ce qu'il peut dire ou ne pas dire, et ainsi de suite. Je ne suis pas comme ça, tu vois, je n'ai pas besoin d'être élu. Ce n'est pas que ça m'est égal, mais malgré tout, j'essaie vraiment de communiquer aussi honnêtement que possible. Donc, je ne retiens rien. Et puis, chez moi, dans le secret de ma chambre, je me dis qu'en fait, je pense que... Et puis, quelque chose. Non. Je fais des recherches très, très longtemps. Pour le 11 septembre et aussi pour l'Ukraine, j'ai justement, à propos du coup d'État en Ukraine, c'était une déclaration importante. C'est aussi amusant. Il y a 10 ans, j'étais au Babylon. En 2015, donc dans la même salle de conférence où j'ai parlé hier. Et il y a 10 ans, j'ai dit là-bas au Babylon que l'année précédente, en 2014, c'était justement en février, le 20 février, qu'il y a eu un coup d'État. Et j'ai dit que c'était des Ukrainiens d'extrême droite avec les Américains, donc avec Victoria Nuland et ainsi de suite. Et j'ai dit que si les Américains tiraient trop fort sur l'Ukraine et essayaient de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, cela pouvait déclencher une invasion russe. Et elle a vraiment eu lieu ensuite. Donc, je commente, j'observe, mais je n'essaie pas de défendre un récit dont je sais en réalité qu'il est faux. Par exemple, les hommes politiques allemands ont le récit selon lequel ils ne savent pas qui a fait exploser Nord Stream, dans le sens de « oups ». On se rend tellement ridicule parce qu'à cause de l'explosion de Nord Stream, les prix de l'énergie ont augmenté en Allemagne et c'est pour ça que l'industrie est partie et c'est pour ça que les gens vont perdre de l'argent. Mais c'est tout simplement évident. C'est fascinant ce que tu dis, Daniele. À mon époque, il n'y avait que 3 chaînes télé. Il y avait la chaîne publique distante de l'État et Al Jazeera. Mon père, d'origine marocaine, nous permettait de voir la perspective arabe. Et le week-end, quand mes parents dormaient, je tournais un peu l'antenne parabolique vers la droite pour ensuite me détendre devant Tutti Frutti. Oui, tu connais aussi Tutti Frutti. Je regardais ça également. On tournait la parabole simultanément. C'était très excitant. Je trouve ça drôle que toi aussi tu regardais Tutti Frutti. C'était diffusé par les Italiens, n'est-ce pas? Oui, c'était diffusé sur Radio-Télé Luxembourg à l'époque. Oui, je savais qu'on était du même genre. Les gars tournent la parabole jusqu'à ce qu'ils voient les femmes aussi peu vêtues que possible. Incroyable. Il n'y avait aucun média alternatif, YouTube ou communauté. En fait, il n'y avait que ces 3 chaînes. Et à l'époque, si quelqu'un comme toi passait à travers cette machine à scandale des chaînes publiques, qui avaient encore le monopole de l'interprétation, c'était une condamnation à mort. Oui. Rares sont les survivants. Ceux qui ont réussi ont acquis un statut culte. Je ne veux pas vous comparer, mais au moins, vous avez élargi un peu cet espace de débat. Pour toi, cela a probablement débuté avec le bad buzz aux alentours de 2008-2010, n'est-ce pas? Ça a vraiment commencé en 2006. 2006, d'accord. Et celui qui a vraiment survécu à ça, c'est un Thilo Sarrazin. Bien que vos missions diffèrent, lui la sélection, toi peut-être davantage la responsabilité individuelle et le rassemblement des gens. Mais il dit ce qu'il pense. Mais il a finalement rendu ce qui était alors indicible, d'une certaine manière acceptable, un peu. Je pense qu'il ne se laisse pas intimider.
Je ne l'ai jamais rencontré, mais c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Je l'ai eu ici il y a quelques mois et il est tellement droit. C'est vraiment un type, une vraie personnalité. Et vous êtes donc, comme je l'ai dit, devenus ces figures cultes. C'est pourquoi ma question qui m'a vraiment longtemps préoccupé, Daniel, est-ce qu'aujourd'hui il est plus facile d'être dérangeant ou dirais-tu que c'est même plus dangereux parce que les moyens du pouvoir sont beaucoup plus subtils? Non, je trouve que c'est plus facile. Bien sûr, comme toujours, j'aimerais le justifier historiquement. Le premier téléviseur arrive en 1950. Comme tu l'as dit, on se levait encore. On avait en quelque sorte 3 chaînes. Il n'y avait pas de télécommande au début. Au début, tout était en noir et blanc. Je voulais regarder le match de foot, alors je devais tourner l'antenne, car juste avant le pénalty décisif, l'image s'est brouillée et je ne voyais plus rien. D'accord, et puis ça s'est amélioré petit à petit. Mais à partir de 2005, YouTube arrive. YouTube arrive. Et maintenant, en fait, de 1950 à 2020, on peut dire que nous avons 70 ans de télévision. Et je trouve que l'intérêt pour regarder la télévision, ça baisse tout simplement. Il n'y a plus que quelques-uns qui s'assoient vraiment à 8 heures et comme autour d'un feu de camp, ça devient un peu un rituel. Je le remarque chez la génération suivante, mes enfants. Ils ne regardent pas du tout la télévision, ça ne les intéresse pas, ils ne demandent même pas. C'est juste... Enfin, on peut regarder la télé si on veut, mais en réalité, ils ne comprennent pas pourquoi on devrait le faire. Et ma génération, je pense, regarde de temps en temps, mais on préfère peut-être regarder une conversation intéressante sur YouTube. Donc moi, personnellement, j'aime bien regarder une conversation intéressante sur ta chaîne, puis je vais sur la chaîne de Simo voir ce qu'il a en ce moment, ce qui se passe. Et bien sûr, tu es dans mon algorithme, donc on me propose aussi tes vidéos. Ensuite, j'ai le choix, allumer la télé ou regarder rapidement sur YouTube via mon smartphone pour trouver cette conversation intéressante. J'aime aussi beaucoup regarder Jeffrey Sachs. J'aime toujours l'écouter. J'aime écouter Michael Luders, Gabriele Kronschmalz, Ulrike Géraud. J'ai mes personnes à moi où je me dis « Ah, qu'est-ce qu'ils pensent en ce moment? Qu'est-ce qu'ils disent? Leur avis m'intéresse. » Et cela signifie pour moi, personnellement, que j'ai été attiré par ces médias sociaux, comme on les appelle aujourd'hui. Et cela ne fait que 20 ans que YouTube existe, donc de 2005 à 2025, et je peux seulement dire, heureusement. Tu sais, c'était vraiment imprévu, un pur hasard. Ma critique du 11 septembre date de 2006. J'ai dit qu'il fallait enquêter sur l'effondrement du World Trade Center 7. J'ai encore écrit cela dans les journaux à l'époque, pensant que la presse écrite était importante. Je me moquais de YouTube. Je me demandais, à quoi ça sert? Qui en a besoin? Ne crois pas tout ce que tu penses. Et puis, il y a eu une tempête médiatique dans les journaux. Et au début, j'ai aussi eu l'impression que quand tu es diffamé dans les journaux et à la télévision, c'est la fin. Et puis, en fait, l'un des pionniers dans l'espace germanophone est Ken Jebsen, Keivan Soufi Siavash. Il est venu avec sa caméra et a dit « Monsieur Ganser, j'ai entendu dire que vous faisiez des recherches sur les armées secrètes de l'OTAN, cela m'intéresse. Puis-je venir vous rendre visite ?» Je ne me souviens plus de l'année exacte. C'était peut-être vers 2010 ou 2013, il faudrait que je vérifie. Ça remonte déjà à un certain temps. Et puis il était venu, il a installé ses caméras et il a parlé avec moi. 1 heure, 2 heures, je ne sais plus combien de temps. Je le raconte pour expliquer comment tout a changé. Et puis, à la fin de la conversation, je suis descendu avec lui au parking, à sa voiture, où il a remballé ses caméras. Alors j'ai dit, « Monsieur Jebsen, c'est quand même embêtant. Maintenant, vous devez tout visionner, le matériel, puis vous devez en extraire 5 minutes. » Parce que j'avais l'habitude que des équipes de télévision viennent dans mon bureau. Elles enregistraient aussi pendant 1 heure, mais elles ne pouvaient utiliser que 5 minutes pour les informations. Ce n'est pas qu'ils n'auraient pas aimé diffuser l'intégralité, mais simplement la télévision était organisée ainsi. Il nous faut encore l'avis d'un expert. Prenez un peu de son direct chez Ganser. Ce qui ne nous convient pas, on le laisse de côté de toute façon. Et ce que nous trouvons intéressant, nous le découpons et nous l'intégrons dans l'émission. Ensuite, j'ai été intégré dans toutes les chaînes.
J'étais présent sur les chaînes normales comme Schweizer Radio und Fernsehen et Radio Télé Luxembourg. Ils ont diffusé ma déclaration, mais seulement de courts extraits. Ensuite, j'ai vécu ma première expérience YouTube avec Ken Jebsen. Qu'Ivan Soufisiavache aujourd'hui? Et puis je lui dis simplement, oui, tant pis pour vous. Maintenant, ça fait 2 heures qu'on discute. Vous devez tout examiner. Trouver 5 minutes maintenant sera difficile. J'étais tellement convaincu de comprendre le fonctionnement. Et puis, il me regarde et dit, non, Monsieur Ganser, je ne coupe rien du tout. Je mets ça en ligne sans aucune coupure. Et là, j'ai dit, quoi? Toute la conversation de 2 heures, dans le sens, qui va regarder ça? Simo, pour être honnête, j'étais persuadé que personne n'aurait la patience d'écouter aussi longtemps. Et puis, il a dit, oui, bien sûr, bonne journée. Et puis, je suis remonté dans mon bureau et j'ai pensé, Daniele, tu as encore perdu ton temps. Quel esprit confus. Personne n'écoutera aussi longtemps. La communication ne fonctionne pas comme ça. Et par là, je veux dire, il m'arrive aussi d'avoir des pensées sur lesquelles je reviens plus tard et je me dis que ces pensées, elles étaient apparemment fausses. Parce qu'à l'époque, je pensais vraiment avoir tout compris et que Ken Jebsen n'avait aucune idée. Et plus tard, j'ai vu les chiffres, combien de personnes avaient regardé cette vidéo. C'était en quelque sorte ma première vidéo YouTube, pas encore sur ma propre chaîne, mais simplement une conversation avec Ken Jebsen. Et il y avait bien plus de gens que jamais auparavant à la télévision. C'est-à-dire que les interactions par email qui sont revenues ensuite étaient extrêmement intenses. Et là, j'ai réalisé, oh non, YouTube est en fait plus important que la télévision. Et donc, si tu me demandes, est-ce que c'est mieux aujourd'hui? Je trouve que oui, c'est mieux pour moi. Si quelqu'un a une position différente de celle du courant dominant, je peux en fait l'exposer à travers les chaînes YouTube. Et cela ne serait pas possible sur Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, zweites deutsches Fernsehen, Schweizer Radio und Fernsehen, österreichischer Rundfunk. As-tu l'impression, Daniele, que les chaînes publiques t'attaquent moins quand soudain une immense armada de communautés, tu as presque 1 million d'abonnés qui te suivent sur différents canaux, qu'ils t'attaquent alors consciemment moins parce que c'est en quelque sorte un bassin de soutien? On sait soudainement qu'on a une protection derrière soi, on a soudainement une voix opposée, et on a alors peut-être aussi, dans une certaine mesure, une toute autre position parce que ce qui était indicible n'a plus besoin d'être chuchoté, mais on peut tout simplement le dire ouvertement. Je crois qu'une expérience tirée de ma propre biographie remonte à 2017. Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche en janvier 2017. Il y est revenu pour la 2e fois en 2025. En fait, de 2017 à 2020, c'était le premier cabinet Trump, puis de 2021 à 2024, le cabinet Biden, et à partir de 2025, c'est à nouveau le cabinet Trump. Sous le premier cabinet Trump, j'ai été invité par la télévision suisse Schweizer Radio und Fernsehen. Donc c'est comparable à l'Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. C'est simplement cette télévision que nous devons payer. C'est aussi un peu la douleur en Allemagne, tu sais. En fait, je pense qu'une partie de l'argent devrait aller à toi et à d'autres youtubeurs. Parce que bonjour, le travail que vous faites, il est de grande qualité, c'est de la communication non violente, il y a un large choix de sujets, on laisse les gens s'exprimer. Ensuite, je vais sur Schweizer Radio und Fernsehen, je reçois une invitation, ça se passe comme ça. On reçoit un appel du rédacteur qui dit « Monsieur Ganser, nous aimerions parler de Trump et des médias parce que Trump a dit que les médias répandent des mensonges et ça ne nous plaît pas. » Et on a aussi remarqué que le rédacteur était personnellement touché. Il a dit « Je n'aime pas ça ». Que maintenant le président américain dise que nous mentons alors que nous ne mentons pas du tout. Et oui, ensuite ils m'ont invité à l'émission Arena et j'y suis allé, mais pendant l'émission, j'ai été violemment diffamé. Ils ont essayé de me piéger, ils ont affiché ce que j'avais posté et aussi un email que j'avais écrit à un rédacteur et ils voulaient un peu dire « Daniel Ganser, le cinglé qui remet en question le 11 septembre ». Le journaliste Chawinski a accusé son interlocuteur de promouvoir des théories du complot sur le 11 septembre, qualifiant cela de « framing ». Et Preuer, c'était le modérateur de l'émission qui s'appelle Arena. Et lui aussi m'a diffamé, il a fait et dit des choses contre moi et j'ai simplement compris que j'avais été invité ici pour être démoli. Pendant l'émission, j'ai réalisé que les choses se passaient ainsi ici. J'ai donc fait de mon mieux pour me défendre.
Et après, ouais, mais il y a eu une vraie tempête de critiques pour la télévision. Et je pense qu'ils ne s'y attendaient pas. Ils ne s'attendaient pas à ce que des gens me défendent. Que des gens connaissent mes livres, connaissent mon travail et disent, vous ne pouvez pas simplement descendre Daniel comme ça. Laissez-le finir de parler, s'il vous plaît, et traitez-le avec dignité et respect, comme toute personne. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec son analyse, mais la diffamation pure et simple est inacceptable. Et puis, il y a un service de réclamation à la télévision suisse. On appelle ce service le médiateur, où les gens peuvent s'adresser s'ils estiment que ce qui s'est passé ici n'est pas du tout correct. J'ai alors battu tous les records. Il y a eu tellement de plaintes qui sont arrivées. Et ça veut dire, oui, j'ai une communauté et cette communauté me défend aussi quand je me fais attaquer quelque part. C'est agréable de voir la communauté me soutenir lorsque je me sens abattu. Je les en remercie. On trouve ça injuste, tout simplement. On le ressent, oui. D'un autre côté, certains vous soutiennent et vous encouragent à continuer, affirmant qu'ils vous défendent et ont déjà écrit à la Schweizer Radio und Fernsehen pour ne pas se laisser faire. Et mes amis ont aussi écrit, j'ai déjà partagé et liké, et j'ai d'autres amis qui l'ont vu aussi. Alors, ce n'est ça qu'après avoir entendu que c'était si grave qu'on a regardé, car on était au ski et ne pouvait pas le voir. Mais maintenant, on a aussi écrit. Et puis, ça a pris une telle ampleur que la Schweizer Radio und Fernsehen a dû admettre de l'autre côté, on n'a jamais eu autant de plaintes. On peut soudainement riposter, alors avant 2010, on restait simplement dans un coin et on devait subir cette condamnation à mort. En effet, dans les années 90 et 2000, mes chances auraient été très minces, voire nulles. Daniel, je me demande parfois qui écrit ce scénario, car ce manège de peur dure toujours 1 ou 2 ans. Terrorisme, virus russe, intelligence artificielle. Là, on retombe un peu sur l'état profond, mais il semble bien qu'il y ait des acteurs dehors qui s'intéressent à s'approprier la réalité d'une certaine manière. Je pense que si on regarde les 25 premières années du 21e siècle, ce serait le premier quart, et le 31 décembre 2025, ce quart sera vraiment terminé. Oui, alors le premier quart de ce siècle sera terminé, et je me dis simplement qu'il faut qu'on fasse un bilan de ce quart. En tant que contemporains attentifs, nous constatons que la population a été confrontée à 3 grandes peurs. On peut aussi en prendre 4 ou 5, mais moi j'en prends 3. À partir de 2001, la première peur était celle des terroristes, et cela a été produit de telle manière que sur tous les écrans et toutes les stations de radio, on parlait sans cesse de terroristes, de musulmans, de terroristes, de musulmans, de terroristes, de musulmans, d'Al-Qaïda, d'Afghanistan, d'Oussama Ben Laden, de terroristes, de terroristes. Donc tout fonctionne par la spirale de répétition des cadres. Les cadres sont diffusés en courtes séquences, et cela chaque jour. Donc les gens se lèvent et allument la radio, et tout de suite, ça commence avec le terrorisme. Une nouvelle cellule a été démantelée, et la recherche de suspects est en cours, mais leur identité reste inconnue. Il y a eu un attentat, probablement Al-Qaïda, Oussama Ben Laden n'a pas encore été arrêté. Mais chaque jour, tu sais, tu as toujours ce brouhaha dans l'oreille, et tu penses comme ailleurs que c'est le plus grand problème du monde entier. Il faut absolument lutter contre le terrorisme musulman. Et c'est une propagande de la peur qui fonctionne pendant un certain temps, mais ensuite, à un moment donné, elle s'affaiblit. Les gens en ont vraiment assez entendu. Puis, en 2020, est arrivée la peur des virus. Attention, virus, distance, masque, confinement, les enfants n'ont plus le droit de jouer ni d'aller chez leurs grands-parents, des choses absurdes. Et maintenant, s'il vous plaît, gardez vos distances et celui qui ne respecte pas cela se fait, comme tu l'as dit exactement, réprimander. Ce n'est pas du genre, d'accord, tu vois les choses différemment, ça passe aussi. Mais c'est vraiment violent avec des réprimandes, des disputes et tout ça. Et c'est justement parce que cette peur des virus a été injectée dans la société. Maintenant, c'est probablement la peur des Russes. Un récent gros titre disait que cela pourrait être notre dernier été en paix. C'était un historien, donc un collègue de métier à moi, que je ne connais pas personnellement, mais je trouve que ce n'est pas honnête de faire peur aux gens comme ça et de dire « Ah, c'est sûrement le dernier été, profitez-en, allez encore vous baigner, après les bombes tomberont. » Tu vois, ce genre de choses. Et si tu demandes qui écrit le scénario de la peur, alors je te dis, ce sont plusieurs personnes. Mais ils ont tous en commun d'avoir compris que c'est un instrument de pouvoir. Donc, si tu peux faire peur aux gens, même si tu peux faire peur aux enfants, c'est du pouvoir. La peur, c'est du pouvoir.
jusqu'à ce que celui à qui tu as fait peur comprenne l'astuce et réalise que tu essaies de me contrôler par la peur. Et alors, ça ne marche plus. C'est donc un gros effort de toujours dire « Ah, s'il vous plaît, ne révélez pas comment ça fonctionne, parce qu'après, ça ne marche plus. » Donc, si quelqu'un regarde un texte avec un surligneur et se demande « D'accord, quelle peur est attisée ici, quel sentiment naît ?» il prend du recul et dit « Ici, on attise la peur des Russes. » Il prend le texte suivant, dit « Ici aussi, dans ce passage, on attise la peur, mais attends, de quoi a-t-on peur ici ?» Ah, des virus. Tu peux aussi faire ça avec des données vidéo. Nous, les humains, pouvons le reconnaître. Ce n'est pas comme si on pensait. Ensuite, on observe que ces peurs alternent, avec parfois l'une d'entre elles qui devient très intense. La peur des virus était immense, mais à partir du 24 février 2022, avec l'invasion russe, elle a été totalement remplacée par la peur des Russes. Je veux dire, allô? Donc, à qui cela n'échappe-t-il pas? Et cela signifie, c'est mon intention aussi avec la conférence de cette année, où je le montre vraiment avec des exemples concrets, que la peur est un instrument de pouvoir, mais que nous n'avons pas à en avoir peur, parce qu'une fois que nous savons comment cela fonctionne, c'est comme un lac. Tu sais, si tu ne sais pas nager et que tu te tiens au bord de cette eau et que quelqu'un te pousse dedans, alors c'est une question de vie ou de mort pour toi. Tu n'as pas la technique. Si tu ne sais pas nager et qu'il fait froid et qu'il y a peut-être un courant, alors c'en est fini pour toi. Mais si tu connais les mécanismes de la peur, alors tu peux nager. Alors si on te pousse dans un lac, tu t'en fiches. Tu nages, c'est tout. Tu comprends? Mon objectif est de montrer aux gens, je ne peux pas empêcher l'utilisation de cette technique. La technique sera toujours utilisée parce que c'est évidemment un instrument de pouvoir. Mais dès que les gens sont formés à reconnaître « Ah, cette peur est en train d'être attisée. Est-ce que je veux y participer? Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que ça me nuit si je suis le mouvement, etc. » Alors ça s'effrite, ça s'effrite. Quand de plus en plus de gens voient clair là-dedans, alors ça devient difficile. Je trouve que le raisonnement que tu viens d'apporter est vraiment génial. J'ai lu récemment qu'on continue à attiser la peur aussi longtemps. En 2025, 2026, nous devons entamer un nouveau cycle, les 2 années avec la Russie étant déjà écoulées. Qu'on attise la peur aussi longtemps jusqu'à ce que la dictature numérique arrive. Et pour ça, ils ont encore besoin de 3, 4, 5 ans, jusqu'à ce que cela puisse être mis en œuvre techniquement. Tu y crois? Non, je ne pense pas que la dictature numérique va arriver dans 3 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne viendra pas du tout. Je ne me laisse simplement pas guider par une vision négative de l'avenir, parce que tout ce que tu crois va arriver. Si tu crois, par exemple, que tu joues au tennis, laissons de côté la dictature numérique, tu joues au tennis et tu te dis « le prochain, je vais sûrement le mettre dans le filet ». Alors il passe au-dessus du filet. Tu te rassures et en te disant que tu as eu de la chance, mais que le prochain ira sûrement dans le filet, le suivant est désormais hors de portée. Si tu penses toujours comme ça, ou en tant que footballeur, tu es en attaque et tu te dis « le prochain ballon, je vais le rater ou je vais tirer à côté ». C'est le même état d'esprit que de dire « 2028, c'est la dictature numérique ». Pour nos enfants, c'est déjà décidé, ils grandiront dans ce contexte. C'est déjà... Non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas de dictature numérique. Je dis que nous avons certainement une révolution numérique. Ça, nous l'avons. Mais pour moi, vraiment, c'est comme un couteau de cuisine. Un couteau de cuisine, mais toujours indispensable, notamment pour couper les tomates et la mozzarella lorsque je prépare une salade caprese. Tomates, mozzarella. Imagine que je te donne une tomate et une mozzarella, mais que tu n'as pas de couteau. Comment ferais-tu? Ce serait difficile de les séparer à la main? En réalité, un couteau de cuisine est un outil précieux lorsque l'on prépare une salade. Mais bien sûr, tu peux aussi trancher la gorge de quelqu'un avec le même couteau de cuisine. Et ça veut dire que la technologie en soi est neutre pour moi. Le couteau est neutre et nous devons faire la même chose qu'avec les caméras ou les unités de stockage dont nous avons besoin maintenant, ou avec les drones qu'on peut utiliser pour faire de superbes images, ou bien on peut y mettre des explosifs, les faire entrer dans une maison et la faire exploser.
Donc, tout dépend de ce que nous faisons avec toute cette numérisation. Et le projet d'une dictature numérique mondiale, où chacun serait suivi et surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et puis supprimer l'argent liquide et chaque transaction, etc. Je peux tout à fait suivre cela de manière analytique et dire que c'est un récit cohérent. C'est un récit cohérent, fermé sur lui-même, qui bien sûr suscite la peur. Personne ne dit « Eh, super, c'est ce que je veux ». Personne ne veut ça. C'est tout simplement l'horreur pure. Mais ensuite, je dis, à mon avis, la façon dont les sociétés fonctionnent, cela a à voir avec « Est-ce que nous voulons cela ?» et que pourrions-nous faire d'autre avec les médias numériques? De plus, je constate dans les fichiers divulgués par un lanceur d'alerte de l'Institut Robert Koch. Ensuite, je compare comment les fuites de l'Institut Robert Koch ont-elles été gérées. Ce n'était qu'une clé USB ou peut-être juste un fichier sur un cloud avec un code d'accès. C'est aussi de la numérisation, pas seulement de la surveillance, mais également de l'information. Tu vois ce que je veux dire? Comme le couteau de cuisine. Tu ne peux pas le voir sur le couteau. C'est simplement un ordinateur qui stocke des données, qui transmet des données. Et quand je dis YouTube, pour moi, c'est une révolution, encore une fois. 2005, la première vidéo YouTube, moi au zoo, l'un des fondateurs, je suis ici avec les éléphants. Ah, c'était la première vidéo YouTube. J'ai ri, mais je me suis trompé dans mon jugement. J'ai dit, moi, ça ne vaut rien. Et maintenant, en 2025, j'ai un tout autre bilan. Je te le dis, les conversations intéressantes se passent sur les grandes chaînes YouTube. Ceux-là vont gagner en puissance, les journaux vont mourir, les chaînes de télévision ne vont probablement pas disparaître, mais s'ils continuent comme ça ne s'annonce pas bien non plus. Et ça veut dire que quand je pense à la numérisation, oui, j'en vois les opportunités. Je dis que ce serait une opportunité pour nous, les humains, de nous former davantage afin de tirer parti du positif. Je connais des personnes qui font du coaching en ligne, où les gens se connectent simplement, puis ils suivent ce coaching et ils ne peuvent pas forcément parcourir toute cette distance, mais c'est possible grâce à la numérisation. C'est pourquoi je dis que nous pouvons faire de bonnes choses grâce à la numérisation, mais nous pouvons aussi faire de mauvaises choses avec la numérisation, comme avec un couteau de cuisine. Et je conseillerais vraiment à tout le monde de ne pas diaboliser l'outil, ni de le porter au nu, mais simplement de faire un effort et de dire « faisons quelque chose de bien, faisons-en quelque chose de bien ». Et je connais le débat sur la dictature numérique, je le connais, je le trouve important. Il faut en parler, mais je m'oppose aux prédictions du genre. C'est déjà décidé. C'est décidé. Inutile d'en reparler pour l'instant. Rien n'est décidé. Rien n'est décidé concernant la durée de notre vie. Peux-tu prédire combien de temps tu vivras? Rien n'est fixé. Cela dépend de 1000 facteurs. Chaque jour est nouveau et nous nous levons et avons une influence sur les 1000 interactions qui existent. Très fort ce que tu dis, Daniele. J'ai lu hier que J.D. Vance a qualifié l'Allemagne de tyrannie parce que l'AfD a été qualifiée d'extrême droite avérée, d'une certaine manière. Selon toi, cette évolution signifie-t-elle que nous vivons dans une pseudo-démocratie? Je le pense, oui. J'aime toujours venir en Allemagne. Je vis en Suisse, j'aime venir en Allemagne. Je ne veux offenser personne ici, ni les politiciens, ni les médias. Mais on est quand même assez loin d'Emmanuel Kant, si je peux me permettre de le dire ainsi. Emmanuel Kant, un philosophe allemand, a vraiment dit que le meilleur argument doit l'emporter. Et vous avez ici vraiment aussi avec Schopenhauer, avec Schiller, avec Goethe. Donc l'Allemagne n'est pas n'importe quel pays dans le monde, tu sais. C'est un pays avec de grands maîtres de sagesse, avec des penseurs perspicaces. Eckhart Tolle est un Allemand, c'est à mon avis l'un des principaux maîtres de sagesse aujourd'hui. Là, l'Allemagne est presque comparable à l'Inde. L'Inde est aussi un pays où une grande sagesse spirituelle apparaît sans cesse. Et puis cela est aussi vénéré et cultivé et ainsi de suite. En Allemagne, c'est plutôt cette clarté analytique. On dit simplement « d'accord, examinons cela en détail ». Et la langue allemande se prête aussi très bien à exprimer ces choses de manière claire,
Qu'est-ce que ça veut dire déçu? Oui, tu traverses, une illusion disparaît, et alors tu es déçu. La langue est en réalité très puissante. Et si tu demandes maintenant, oui, est-ce que l'Allemagne est une tyrannie? Je trouve cela désagréable quand je veux donner une conférence. Je voulais donner une conférence à Dortmund, dans la Westfalenhalle. Et puis le maire Westphal du Parti social-démocrate d'Allemagne a dit « Ganser ne doit pas parler ici parce que c'est un théoricien du complot ». Et puis on va sur Wikipédia et l'article Wikipédia à mon sujet est totalement manipulé et contaminé. Il n'a donc rien à voir avec la vérité, c'est juste une sélection et un cadrage négatif. Et les personnes qui font ça ne sont même pas visibles sous leur vrai nom. Et je trouve aussi que c'est très sournois quand tu diffames les autres sans révéler qui tu es. D'accord? Et ensuite, les salles sont annulées, et ainsi de suite. Et ça, c'est déjà... donc, quand J. Devan parle de tyrannie, je ne dirais peut-être pas ça de façon aussi extrême, mais il y a un grave dysfonctionnement. Je trouve plutôt la formulation de Michael Hendrick, qui écrit pour le Berliner Zeitung, très, très pertinente. Il dit « dans la prison morale ». Et il dit en fait que c'est une attitude de donneur de leçons. Les Verts disent « nous avons raison, c'est comme ça ». La FD dit « nous avons raison, c'est comme ça ». Les vaccinés disent « nous avons raison, c'est comme ça ». Les non-vaccinés disent « nous avons raison, c'est comme ça ». La Union chrétienne-démocrate arrive et impose sa vision des choses. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais une analyse possible, une possibilité, c'est que l'Allemagne est très forte dans la réflexion. C'est vrai, tous ces grands penseurs sont apparus ici. L'Italie a également eu de grands penseurs et artistes comme Michel-Ange et Léonard de Vinci. Ce n'est pas seulement en Allemagne que des choses importantes se sont produites. Voltaire est français. Et puis David Hume, les Anglais, les Écossais. Mais malgré tout, l'Allemagne elle a une très grande force de pensée dans l'histoire de la culture, ce que j'admire vraiment. Et cette pensée arrive alors à un point où, à mon avis, elle se retrouve comme piégée. Tu sais, si tu t'identifies uniquement à tes pensées et que les différentes pensées s'entrechoquent, alors en fait, il y a des disputes partout, là, tous les jours, sur tous les sujets. Tu sais, je veux dire, si tu regardes ça de façon analytique, tu dis l'espace germanophone, surtout les Allemands, les Suisses et les Autrichiens un peu moins, mais surtout les Allemands, sont très convaincus que leur position est la bonne. Pourquoi est-ce ainsi? Je m'appuie fortement sur les analyses d'Eckhart Tolle, un autre Allemand, à ce sujet, et aussi sur Michael Hendrick, un bon philosophe, encore un Allemand. Donc, les solutions se trouvent encore une fois en Allemagne. Tu sais, les problèmes sont ici, mais les solutions aussi. Et ils disent simplement, ouais, si une personne s'identifie à 100% à la pensée, alors, dans la terminologie de Michael Hendrick, elle est dans la prison morale. Il se croit supérieur parce qu'il a déjà les bonnes pensées. Et tous les autres, ils sont des idiots qui devraient maintenant adopter ces pensées. Et Eckhart Tolle le formule ainsi, il n'utilise pas le terme de prison morale, mais il dit que si tu t'identifies à 100% à tes pensées, alors là, et c'est encore une question de langage, tu t'identifies, alors c'est ça ton identité. Et alors tu vas les défendre. Parce que tu crois que ton identité est remise en question. Si quelqu'un te dit que livrer des armes à l'Ukraine n'a vraiment aucun sens, tu ne penses pas « ok, examinons cela », mais tu dis « je considère cela comme une attaque personnelle, tout comme si on te disait que manger vegan n'a aucun sens ». Si tu dis ça à un vegan, il ne va pas dire « oui, tu peux voir les choses comme ça », mais si c'est son identité, il va s'y opposer farouchement. Et la solution serait de ne plus s'identifier à sa façon de penser, mais de dire « je pense ceci, je pense cela ». Il y a aussi cet exercice du chat où l'on dit « je me mets en embuscade comme un chat devant le trou de la souris et puis je regarde quelle sera ma prochaine pensée ». Ensuite, adopter la posture de l'observateur et cela va apaiser à nouveau tout le discours. Comme nous sommes à nouveau ouverts, Simo, quel est ton avis sincère? Et je ne sais même pas si mes pensées sont correctes. Et puis, on entre à nouveau dans une phase plus détendue parce que ça va vraiment épuiser les gens, toutes ces disputes en permanence.
Je suis d'accord, mais avec l'AfD, rien n'a fonctionné malgré les cordons sanitaires, les comparaisons avec les nazis et l'indignation répétée. Je te le dis franchement, si cette radicalisation continue en Allemagne, l'AfD sera bientôt à 45% d'après moi. N'est-ce pas une stratégie dangereuse d'exclure ainsi l'autre camp à ce point? Ou bien sommes-nous dans une sorte de phase terminale où les choses doivent empirer avant de s'améliorer? Je pense en effet que ce n'est pas très intelligent de toujours râler contre quelqu'un. Ce n'est pas seulement le cas avec l'AfD, c'est aussi le cas avec Donald Trump. Ce sont alors simplement les marques les plus connues, et je connais cela grâce à la recherche en communication. J'aimais bien regarder, ou plutôt j'aime toujours regarder, le Tour de France, donc une course cycliste. Et une fois, il y a eu cette discussion sur le dopage. Oui, si les cyclistes se dopent et si tout est manipulé. Et puis, il y avait un groupe qui portait un t-shirt avec Festina dessus. C'est une marque de montre, je crois, oui. Et puis, à cause du dopage, les cyclistes étaient juste assis par terre. Et alors, on a demandé à l'expert en communication de Festina, est-ce que ce n'est pas une catastrophe? Vous donnez de l'argent? Oui. Et maintenant, ces cyclistes sont juste assis par terre et on parle de dopage. Ils ne roulent même pas. Le vélo est appuyé contre un arbre. C'est presque une grève et on parle de dopage. Donc, la course n'a même pas lieu. Et puis, il dit, vous voyez, les règles de la communication sont ainsi. Ce qu'on préfère, c'est que notre marque soit mentionnée dans un contexte positif et émotionnel. Cela veut dire que le coureur de type Festina franchit la ligne d'arrivée, les bras levés, on peut bien lire le t-shirt, ou c'est comme lorsque Roger Federer gagne Wimbledon au tennis et qu'il met une Rolex et dit « Si vous voulez aussi gagner Wimbledon, la première étape serait d'acheter une Rolex. » C'est une émotion positive associée à un produit. Et puis, il dit la deuxième étape, c'est quand on parle de nous, mais de façon négative. Ce sont toujours des images des coureurs et tout le monde est énervé et on ne dit pas que Festina est d'extrême droite, ça on ne le dit pas, mais c'est toujours mentionné. Et ce qui est mentionné, ça peut aussi être Donald Trump, l'AfD ou le FPÖ en Autriche, ça attire simplement l'attention. Et il dit que c'est la deuxième meilleure chose. Donc la répétition, mais dans un contexte émotionnel négatif. Et le pire, c'est de ne pas être mentionné du tout. Alors là, tu n'existes tout simplement nulle part. Et alors, cela signifie-t-il, avec ce cadrage que nous avons, que je pense que si on essaie en Allemagne d'insulter un groupe encore et encore, il devient plus connu? C'est en fait valable dans tous les pays. Je trouve l'analyse que tu viens de faire, cette analogie vraiment bonne, et je trouve que les deux exemples avec Donald Trump et l'AfD, ils le font presque à la perfection. Et d'un autre côté, je peux comprendre là pourquoi on crée un tel monstre, parce qu'au final, on n'a pas les mêmes instruments à disposition qui ont peut-être ce levier, comme par exemple Donald Trump. Même cette photo mise en scène où il a dit dans une interview qu'il pourrait s'imaginer être le prochain pape. Et puis cette photo mise en scène par l'intelligence artificielle, je l'ai trouvée vraiment géniale. Je trouve Donald Trump fascinant à certains égards. Je ne veux pas revenir sur ce que les politiciens des 500 dernières années ont fait, mais au moins à notre époque, c'est d'abord une personnalité. C'est comme ça que je le perçois, parce qu'il n'est pas passé par ces structures politiques classiques et contrôlées. Il a son propre électorat et sa propre communauté. C'est un autodidacte, non ? Et là, il arrive avec une toute autre posture qu'un soldat de parti classique, banal, qui a certes appris à s'adapter de façon lisse, mais qui a dû sacrifier sa personnalité pour la visibilité et dont, au final, il ne reste plus rien de la personne qu'il était. Si l'on prend l'exemple d'Olaf Scholz, malgré tout le respect que je lui porte, il faut admettre que c'est un homme plutôt ennuyeux. Il n'est quand même pas comparable à un Donald Trump ou à un de ses outsiders. Et maintenant, il y avait ce terme de la Riviera du Proche-Orient. Et je sais que le Proche-Orient est hautement explosif et que ce n'est pas si simple d'y voir clair. Et puis j'ai eu ici Maximilien Krah assis, et le lobby israélien, là aussi tous les politiciens sont super prudents sur ce qu'ils disent, tout est tellement politiquement correct, et surtout il ne faut froisser personne. Mais il a dit une phrase qui ne m'a pas quitté, il a dit « Simo, si on reconstruisait Gaza maintenant avec 500 milliards et que dans 5 ans, une guerre éclate à nouveau et tu peux être sûr qu'une guerre éclatera à nouveau, alors on ne peut pas simplement remettre les mêmes personnes là-bas ou simplement laisser les mêmes personnes là-bas. Mais il faut en quelque sorte réfléchir à un projet durable qui ferait que Gaza soit différente d'avant. » C'est d'un cynisme inégalable cette déclaration, mais quelque part, il n'a pas tort, non ?
Donc la première chose à faire avec Gaza, c'est d'arrêter de la bombarder. C'est déjà la première chose. Et puis, la deuxième chose, bien sûr, c'est qu'il faut intervenir à un niveau où il faut reconstruire la région. On ne peut pas simplement dire aux gens qu'ils peuvent maintenant vivre là-bas de cette façon. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de supermarchés, il n'y a pas de logements sûrs, il y a aussi des munitions non explosées, donc du matériel militaire qui n'a pas explosé. Et en tant que communauté mondiale, en tant que famille humaine, on ne peut pas simplement ignorer une partie comme ça. Tu sais, hier, j'étais ici à Berlin dans un taxi. J'allais à un entretien et puis je demande toujours au chauffeur de taxi, d'où venez-vous? Je demande toujours ça. Il m'a dit, je suis palestinien né au Liban. Alors j'ai dit, ah, c'est difficile en ce moment à Gaza, et il a répondu, c'est une catastrophe. On est là dans la voiture et on parle. Et puis j'ai dit, oui, mais ici en Allemagne, on ne peut presque pas en parler. Ici, on n'a pas le droit de critiquer le gouvernement israélien. Et il a répondu, oui, il n'y a plus de liberté ici. On ne peut plus dire ce qu'on pense. Avant, c'était possible. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il était vraiment triste. Et je lui ai dit, oui, mais peut-être que quelqu'un va vous aider, peut-être les Iraniens, les Égyptiens, les Syriens ou les Turcs. Il a déclaré que personne ne les aidait. Personne ne nous aide. Alors j'ai dit, oui, c'est comme ça seulement depuis les 2 dernières années. Je lui demande simplement son avis, sans mentionner mes longues recherches sur le sujet pour avoir son point de vue. Il affirme que la situation est la même depuis 1948, que personne ne les aide et que les choses ne font qu'empirer. Et personnellement, je ne crois pas que Trump s'opposera à Netanyahou. Je ne le vois tout simplement pas. Et à mon avis, Netanyahou n'a pas non plus la solution à 2 États en tête. Il veut en réalité expulser les Palestiniens. C'est l'impression que j'ai. Je ne sais pas quel est son plan final, mais je suis partisan de la solution à 2 États, comme Jeffrey Sachs. Beaucoup disent que c'est illusoire. Comment un État devrait-il émerger de Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est? Je dis que ce n'est pas impossible. Il faudrait, comme première étape, dire que la Palestine deviendra le 194e membre de l'Organisation des Nations Unies. Cela signifie qu'en ce moment, il y a 193 pays dans le monde. On élèverait vraiment la Palestine au rang de pays à part entière. Et cela doit être autorisé par les États-Unis. C'est ce qu'on a essayé sous l'administration Biden, puis Biden, le président Biden à l'époque, a opposé son veto. Les États-Unis peuvent opposer leur veto au Conseil de sécurité car seuls 5 pays en ont le droit. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, tous 3 membres de l'OTAN, ainsi que la Chine et la Russie. Et cela reste bloqué parce que les États-Unis s'y opposent. Mais tu as mentionné que Donald Trump pourrait apporter du renouveau. Oui, dans certains domaines, je le vois clairement pour l'Ukraine. Malheureusement, je ne le vois pas pour le Proche-Orient. Je me laisse volontiers surprendre, mais c'est justement la voie vers la paix que je vois, la reconnaissance de la Palestine comme État indépendant par la communauté internationale. Et que des pays riches comme l'Arabie saoudite et le Qatar, qui sont très riches, puissent vraiment dire « Ici, nous faisons preuve de solidarité fraternelle, nous remettons les choses en ordre ». C'est aussi une nouvelle situation. Le camp de prisonniers de Gaza n'est plus comme avant. C'est devenu la plus grande prison à ciel ouvert du monde, c'est un fait. Ils ne pouvaient pas simplement partir, prendre l'aéroport de Gaza et dire « Nous allons maintenant en vacances en Thaïlande ». Impossible. C'était simple et bouclé, les gens ne comprenaient pas. Et il y avait des clôtures grillagées, et si on s'approchait trop des clôtures, on se faisait tirer dessus. Il est important de noter que Gaza n'était pas un pays libre, mais un territoire occupé depuis 1967. Et je sais aussi que les Israéliens sont bien sûr traumatisés par la Shoah, qu'ils sont traumatisés parce qu'il y a relativement peu de Juifs dans le monde. Cela veut dire que je vois aussi leur douleur, mais je vois également la douleur des Palestiniens. Et au final, je vois ici 2 groupes traumatisés. Donc, chacun a vraiment un frère, un fils, un ami, un grand-père qui a vraiment, non seulement en théorie, mais de fait, subi la violence, soit la torture, soit la mort.
Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, tu sais, mais c'est vraiment profondément ancré dans la société. Et je peux imaginer que cela continue sans fin, que des groupes déjà traumatisés continuent à être traumatisés, quoi. Ce qui est toujours possible, c'est possible, mais là aussi, ce n'est pas nécessaire. C'est très important. Donc, tous les thérapeutes qui interviennent, par exemple, dans une relation de couple, où deux personnes traumatisées se traumatisent mutuellement, disent qu'il existe des moyens de briser cette spirale. Pour moi, la priorité est la solution à 2 États, même si elle est loin d'être réalisable actuellement. Tous ceux à qui je dis cela me répondent « D'accord, mais y a-t-il une évaluation plus réaliste ?» Mais je dis que je ne vois aucune possibilité. L'autre option serait d'expulser tous les Palestiniens, mais cela ne sera pas une base pour la paix. Je trouve le mot traumatisme très approprié ici. J'ai aussi lu récemment un article de Gabor Maté, qui est lui-même un survivant de l'Holocauste, un scientifique israélien, et qui a finalement parlé de 2 personnes traumatisées. Et je trouve que la narration, c'est-à-dire le récit cadre de l'OTAN sur Gaza, qu'il soit bien sûr uniforme, ça je peux le comprendre à 100%. Mais d'un autre côté, j'étais récemment au Maroc, et là-bas, j'ai eu le sentiment, en parlant avec des locaux, qu'ils disaient « Eh bien, pourquoi devrions-nous nous mêler de ce conflit ? Nous co-organiserons bientôt la Coupe du Monde. » Donc chaque pays a en quelque sorte sa propre agenda. C'est pareil pour l'Arabie Saoudite, ils ont aussi obtenu une Coupe du Monde, mais ils ne s'impliquent même pas activement dans le conflit. J'aurais tendance à attribuer une bien plus grande responsabilité aux États arabes parce qu'ils n'aident pas leurs frères et sœurs plutôt qu'aux pays de l'OTAN. Oui, je suis d'accord aussi. Bien sûr, ce sont les pays de l'OTAN, surtout les États-Unis, qui arment Israël. Trump envoie des armes à Netanyahou et l'Allemagne est aussi en première ligne pour fournir des armes à Israël, ce que je trouve totalement inacceptable. Et je pense que l'Allemagne devrait arrêter de livrer des armes à Israël tant qu'il n'y a pas de paix à Gaza. C'est ça qui est fou, c'est qu'ici on dit simplement qu'on ne veut même pas en parler. La guerre de Gaza est un sujet absolument tabou en Allemagne. Michael Luders en parle avec courage et intelligence. Cherchez ses interventions sur YouTube. Et aussi, Karine Lequefeld est une bonne journaliste. Il faut toujours avoir au moins 1 ou 2 noms pour savoir comment approfondir un sujet. Et cela veut dire qu'ils existent. Ils existent. Ceux qui sont, à mon avis, des analystes honnêtes et intelligents. Et il y a aussi vraiment des analystes juifs remarquables, par exemple ceux qui vivent dans la diaspora aux États-Unis, donc des juifs américains qui analysent la situation de manière très précise. D'un côté, ils sont personnellement concernés, bien sûr, car sous Netanyahou, la situation devient globalement, je dirais, de plus en plus dangereuse. Les confrontations augmentent et ils disent alors « Nous avons besoin d'une mise en perspective des récits ». Et une mise en perspective des récits signifie qu'un groupe raconte son histoire, les Palestiniens doivent raconter leur histoire, comment ils l'ont vécu de leur point de vue, puis les Israéliens doivent raconter leur histoire, comment ils l'ont vécu de leur point de vue. Et lorsque Theodor Herzl a dit « Nous avons besoin d'un État propre aux Juifs », c'était à la fin du 19e siècle à Bâle, donc dans la ville en Suisse où j'ai aussi fait ma scolarité, où j'ai fait mes études universitaires. Je me suis aussi penché sur l'histoire du sionisme. L'idée de Herzl était simple, nous sommes persécutés partout, créons donc notre propre État. Et puis, les Juifs, de leur point de vue, à travers Ben Gourion et tous les autres connus, même Arafat, sa rencontre avec des rabbins, là, les Palestiniens et les Israéliens peuvent comparer leurs histoires. Et Simo, je te le dis, c'est finalement comme une comparaison d'histoire dans une relation qui va peut-être se terminer, et ensuite tu demandes à la femme pourquoi exactement ça s'est terminé. Elle te donnera une histoire cohérente, et ensuite tu diras merci. Elle ne mentira pas, tu peux lui faire confiance. C'est son histoire. C'est ainsi qu'elle le perçoit et le ressent, l'ayant vécu elle-même. Et puis tu vas voir l'homme et tu lui demandes « Qu'est-ce qui s'est passé exactement ici ? Peux-tu m'expliquer pourquoi ça ne marche plus ?» Il te racontera son histoire personnelle. Et ensuite, tu prendras les 2 feuilles et elles auront forcément une intersection. Ainsi, il existe une intersection même entre Israéliens et Palestiniens. C'est en comparant les histoires qu'on peut affirmer « Oui, cela s'est vraiment passé »,
Mais ensuite, il y aura une partie où l'un dira « Je ne vois pas les choses ainsi, je ne pense même pas que cela se soit produit ». Ou bien, si cela s'est produit, je n'ai même pas remarqué que cela avait une telle importance pour entrer dans l'histoire. C'est vrai que c'est arrivé, mais l'homme dira alors, je connais surtout les hommes, bien sûr, les hommes diraient alors, je sais qu'il s'est passé quelque chose, tu t'es énervé d'une certaine manière, mais je ne sais même plus ce que j'ai dit. Ça fait vraiment longtemps maintenant. Et pour la femme, ça remonte vraiment, elle rentre dans l'histoire. À l'époque, il s'est passé ceci et cela. Et selon moi, c'est pareil pour le conflit israélo-palestinien. Mais on peut quand même le faire. Il y a vraiment d'excellents chercheurs qui travaillent sur ce sujet. Vérification des histoires. Et c'est ce qu'il faudrait. Solution à 2 états, vérification des récits et discours. Discours. Au final, c'est de la seule voie. Je trouve ça vraiment fort. En thérapie de couple, on est confronté à l'histoire de l'autre, ce qui permet de développer de l'empathie. On est souvent tellement enfermé dans ses propres pensées et préoccupé par soi-même que des filtres, tout le monde a des filtres. Chacun a un filtre différent et c'est seulement comme ça qu'on peut naturellement avoir une certaine compréhension pour l'autre. Et tu sais, à la fin, il n'est même pas nécessaire de se retrouver ensemble. Ce n'est pas du tout obligatoire, mais il ne faut pas se tuer. Tu sais, c'est justement ça le point. Je ne dis pas du tout que le fait de comparer les histoires mène toujours à ce que les couples se remettent ensemble et restent ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Ce n'est pas comme ça. Il en sera de même pour les Palestiniens. Ils parleront arabe, auront la foi musulmane, leur propre culture, leur nourriture, leurs chansons, leurs commémorations, leurs tombes, tout cela. La plupart des Israéliens sont juifs, mais pas tous, il faut le souligner. Ils parlent hébreu, ils ont la foi juive, ils ont leur culture, ils ont leurs chansons, ils ont leurs tombes, ils ont leurs rituels, et c'est très bien ainsi. C'est ainsi que cela doit être. Nous ne voulons pas d'un monde uniforme, mais plutôt des cultures fortes en elles-mêmes, de belles cultures, des cultures merveilleuses. Mais lorsque la partie qui est traumatisée rencontre l'autre partie qui est traumatisée, alors nous avons de la torture. Et nous avons de la torture. Les gens disent qu'il n'y a pas de torture. Si, tu regardes bien, il y a de la torture. Et nous avons des meurtres d'enfants. Il n'y en a pas, mais si. Mais qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le juif ou le musulman. Ce n'est pas non plus la Palestine ou Israël dans le sens où l'on dirait que tout cela doit disparaître. Mais ce sont des éléments traumatisés qu'on a aussi retrouvés au Cambodge sous Pol Pot, en Union soviétique sous Staline, en Allemagne sous Hitler, au Chili sous Pinochet, au Nicaragua sous la dictature de Somoza. Tu sais, chaque société, je dirais, au sein de la famille humaine, peut développer des traumatismes et lorsque ces traumatismes se rencontrent, il y a un bain de sang. Vraiment impressionnant, Daniele. Je pourrais discuter avec toi pendant des heures. Dans un monde de déclencheurs, de peur et de sanctions sociales, il faut apprendre à se faire confiance. Donne-nous un exemple concret. Quelle est la première étape que l'on peut appliquer pour se faire confiance ? Je voudrais simplement rappeler à tout le monde qu'il y a en chacun de nous un noyau intact qui est magnifique. Ils trouveront toujours à redire sur leur corps, même en observant un noyau intact. Quelque chose leur déplaira constamment dans leur apparence physique. Ce n'est pas ce que je veux dire. Le noyau intact est invisible, il faut donc laisser de côté le corps. Alors ils diront « Oui, mais maintenant je regarde mes pensées, elles sont agitées ou mes sentiments sont un peu confus, j'ai mal, quelqu'un que j'aimais beaucoup dans ma famille est décédé, quel noyau intact, laisse-moi tranquille. » Alors je dis « Oui, les pensées peuvent être agitées, les sentiments peuvent aussi être agités, c'est tout à fait normal. » Ce n'est pas comme si « Oh, ça ne devrait pas arriver ». C'est ça la vie. Bonjour, il pleut, le soleil brille, c'est l'hiver et l'été. Le changement épais, la marée font partie de la vie. La joie et la tristesse sont essentielles pour ressentir des émotions intenses. La polarité est nécessaire. Mais ce noyau inviolé, tout le monde l'a. Même pour les non-croyants, je tiens à rappeler qu'il existe en chacun de nous ce que j'appelle la conscience sans forme. Cela n'a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit non plus. Ce n'est pas l'état d'esprit où l'on pense devoir suivre cours après cours pour devenir quelqu'un. Non, tu es déjà, c'est merveilleux comme tu es, à ce niveau le plus élevé.
Et c'est vraiment une préoccupation que j'ai, je veux rappeler cela à tout le monde, qu'il y a ce merveilleux noyau d'être en chacun. Ils disent que celui-là est un meurtrier. Je réponds que oui, lui aussi l'est. C'est simple, s'il a tué, il n'était pas très conscient. Il était peut-être plein de drogue, il était peut-être blessé et par hasard il avait encore une arme. Oui, enlève la drogue, enlève la blessure, enlève l'arme et regarde. C'est-à-dire, c'est quelque chose de positif que je vois vraiment chez tous les gens. C'est pour ça que j'aime les gens. J'aime aussi la terre. C'est vraiment super d'être ici. Et à partir de là, je conseillerais vraiment à tout le monde, donc avec l'amour de soi, de s'aimer soi-même, ce noyau le plus profond et le plus sacré que nous avons tous en nous, et de ne pas s'arrêter à telle ou telle erreur que nous avons tous commise un jour, parce que tu pourrais y penser éternellement. Chacun l'a déjà fait d'une façon ou d'une autre, c'est banal. Moi aussi, j'ai déjà blessé des gens. Et puis, on peut se reprocher ça ou autre, mais c'est ce que je ressens au plus profond de moi, et c'est aussi ce dont je veux rappeler aux gens. Et puis, il y a la sécurité. Elle ne se trouve pas dans les médias, ni dans les journaux, ni même quand on achète une maison ou quand le corps est super bien entraîné. Tout cela est bien, on peut tout faire, mais on ne trouvera jamais la vraie sécurité là-bas. Ton propos est très pertinent, Daniele. Je crois que la chance que Daniele soit assis devant moi comme ça, j'ai lu ça récemment, c'est 1 sur 400 millions. Peut-être que ton père a encore fait un sermon, alors peut-être qu'un Daniel en est sorti, ou alors un Pierre ou autre chose. Autrement dit, tu as déjà cette mission divine en toi. C'est enfin la vie, un bref souffle dans toute l'histoire de l'humanité. Alors, qu'est-ce que tu attends pour enfin t'accepter dans ta médiocrité, te lancer, affronter ta peur, dissoudre tout ça, et simplement devenir la version de toi-même que tu aurais toujours dû être dès le départ? Bien sûr, ta chaîne représente aussi cela. Tu sais, en fait, au final, les gens trouvent leur force, et c'est ça le sens. Tout le reste n'a aucun sens. Et je dirais que les techniques sont déjà connues. Donc on sait comment utiliser les techniques de la peur, mais on sait aussi en fait comment utiliser les techniques de la force. Et la technique dans la force, c'est justement d'une part de prendre conscience qu'il y a un très bon noyau en moi, donc c'est quelque chose qu'on peut se dire à soi-même. Si on n'y croit pas, il faut l'écrire et le relire chaque jour, parce que les médias travaillent aussi avec la répétition. On l'écrit, il y a un noyau merveilleux en moi et il est intact. Quoi qu'il soit arrivé, oui, ça arrive, ça arrive, ça arrive, oui, oui, tout va bien. Tu pourrais vivre dans la bande de Gaza. Le noyau le plus profond est intact. Et ensuite en être conscient. Et la deuxième technique chez nous, c'est bien sûr vraiment qu'on doit un peu mieux contrôler notre temps d'écran. Essayez parfois un jeûne médiatique, posez le smartphone et l'ordinateur portable pendant 12 à 24 heures, et puis voyez ce qui se passe. Beaucoup de gens ont énormément de mal à passer ce temps seul avec eux-mêmes. Et puis je dirais, pendant ce temps sans smartphone, rencontrer un ami, c'est un cadeau magnifique à offrir. Sans smartphone, ces rencontres deviennent plus authentiques, évitant les interruptions pour envoyer des messages. Ouais, et tu m'as dit que ton fils il est malade? Oh, désolé, j'ai un appel. Oui, j'arrive tout de suite au suivant. Salut, donc il n'y a rien, c'est ça? Donc une vraie rencontre se fait sans smartphone ou en mode avion? Je suis en mode avion pendant 5 heures, allons nous balader au parc. C'est un véritable retour aux rencontres en personne. Enfin, ce que je fais encore et toujours, c'est aller dans la nature. Donc je vais vraiment dans la nature, je marche dans la forêt, je vais souvent dans la forêt avec ma femme parce que la nature et le mouvement aident à évacuer cette peur. Donc simplement le mouvement, certains font du vélo, d'autres vont à la salle de sport, donc bouger son corps, ça permet en fait d'évacuer tous ces nœuds d'angoisse. On les évacue en transpirant et en travaillant dessus. Et après, c'est parti. Mais si on reste simplement devant la télé sans bouger et qu'on se laisse envahir par une peur après l'autre, ça ne nous fait pas de bien. Tu n'es pas tiède. Tu exprimes tes pensées avec clarté sans pour autant crier sur tous les toits. Tu n'as pas de mission politique et ne défends aucun parti ou idéologie. Je ne suis pas non plus membre d'un parti. Très bien, mais tu as le courage de penser par toi-même. Et c'est, je crois, la raison pour laquelle tu es un phare pour beaucoup de gens là-dehors. Pas parce que tu détiens la vérité ultime ou parce que tu as raison, mais parce que tu défends le droit à ton propre point de vue.
Et c'est peut-être la seule chose qui soit encore révolutionnaire aujourd'hui. Rendre aux gens ce qu'on leur a pris, c'est-à-dire la confiance en eux-mêmes. Tu as raison, je ne peux rien y ajouter. C'est vraiment mon souhait, donc, que les gens soient renforcés. Donc, à travers mes conférences, à travers les discussions et à travers les livres. J'ai des conférences, des discussions et des livres. Et j'utilise de temps en temps le moyen de la déception. La guerre en Irak et les armes bactériologiques, biologiques et chimiques étaient un mensonge qui a engendré la peur. Sur la base de cette peur, on a tué, des millions ont été gagnés ici et des millions sont morts là-bas. Donc je peux expliquer comment ça fonctionne, mais c'est la même chose dans les plus petits groupes sociologiques, c'est la même chose. Et dès que nous, en tant que famille humaine, reconnaissons ces structures, que nous ne nous identifions plus aux pensées, que nous observons les émotions, nous pouvons vraiment faire un pas en avant dans la conscience. Oui, je crois que tu y contribues et c'est pourquoi je suis très heureux d'être venu à Berlin aujourd'hui pour en discuter avec toi. Merci beaucoup, Daniele. C'était un vrai plaisir. Je te souhaite tout le meilleur et un bon vol de retour à Bâle. Merci pour votre temps et votre considération. Merci. C'était vraiment agréable. C'est excellent, tu arrives à faire ressortir les sujets avec profondeur, largeur et répétition. La deuxième conversation a été bien plus facile pour moi que la première. Oui, pour moi aussi. Je ne te connaissais pas avant. C'est vrai, je ne te connaissais qu'à travers les gros titres négatifs et cette histoire précédente avec ce préjugé maintenant. Le désistement de ce vidéaste m'a causé beaucoup de stress anticipé. Juste stress. Beaucoup de gens m'ont dit si tu fais ça avec lui, tu vas avoir une chaîne complotiste, mais etc. Et du coup, j'avais plein de choses qui s'accumulaient dans ma tête. C'est vrai alors? Et moi, je me demandais comment il est en vrai. Et là, je pourrais tourner autour du pot. On entend tellement de choses de tout ce pseudo-cercle de connaissances. La deuxième fois, j'ai pu remettre les choses en perspective beaucoup plus rapidement, car ce ne sont que des idées. Cela m'a permis d'être intérieurement bien plus détendu. Oui, moi aussi. Je savais que j'allais revoir Simo. C'est différent pour moi. J'ai aussi dit à Béa que j'allais le revoir. Ok, je ne reviens que dimanche soir. Et pour moi, c'est vraiment comme ça. Je ne vais plus aux événements télévisés. Primo, je ne suis plus invité. Et deuxio, je n'ai plus envie d'y aller. Le niveau des discussions est vraiment catastrophique. Pourquoi devrions-nous y perdre notre temps ? Ici, on se retrouve sur le même niveau. On filme ça, on fait le montage. Et puis voilà. C'est ça, la nouveauté. C'est comme ça qu'on fait maintenant? Oui, c'est ça. Pourquoi devrions-nous revenir à l'ancien? J'en ai pas envie. Absolument, et transmets mes salutations les plus chaleureuses à Béa. Lors de la dernière interview de Béa, les commentaires ont explosé. Et je dirais que 95% c'était Béa. Quelle femme formidable il a. Dieu merci, il a quelqu'un à ses côtés qui le soutient autant. Je crois que cette histoire où tu dormirais sous un pont et tu dirais, eh bien, ça a résonné avec tellement de gens. Si elle l'avait dit différemment, je n'aurais sûrement rien dit. C'était vraiment... En 2006, je suis devenu père pour la première fois. À ce moment-là, j'avais encore plus ce sentiment que je devais nourrir la famille, que c'était la chose la plus importante. Et si elle avait simplement dit « Hé, arrête avec le 11 septembre, tu vas perdre ton travail, il faut que tu t'assures qu'il puisse grandir tranquillement, tu pourras enquêter là-dessus plus tard », j'aurais dit « Oui, tu as raison ». Ça n'aurait pas été bien pour moi non plus. J'aurais eu l'impression que devenir père était une camisole de force, malgré mon bonheur. Mais elle n'a jamais agi ainsi, me disant toujours d'être père tout en donnant tout ce que j'avais. C'est tellement beau. Et moi, j'ai dit, d'accord, je célèbre ça. Parce que tout le monde souhaite avoir quelqu'un à ses côtés, surtout dans ces moments difficiles. Exactement. Et à ce moment-là, je n'étais ni connu ni couronné de succès, vraiment pas. Elle a vraiment misé sur moi, alors qu'à ce moment-là, elle savait juste qu'elle m'aimait, mais elle ne savait pas comment tout cela allait se passer. Tu sais, maintenant, on pourrait dire, si elle disait aujourd'hui « oui, bien sûr, fais-le », elle sait déjà que je le fais depuis 20 ans et que ça marche, mais à l'époque, rien n'était clair. Alors, si tu regardes, j'ai vraiment hâte de venir à Bâle et de te faire un gros câlin. Elle est géniale, elle est géniale.